Laurence, c'est toujours un plaisir de te voir ici. Oui, pareil. Donc on présente Laurence Juin. Laurence Juin, je t'ai connue ici à Ludovia ou avant? Ah bon, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Donc Laurence, tu utilisais beaucoup Twitter il y a 4 ans, 3 ans en arrière, 4 ans en arrière. Donc tu étais à fond sur Twitter, patati, et puis on a discuté. Alors l'intérêt du Dovia, c'est de se faire des brainstorming, de discuter entre nous. Et l'idée, c'était de se faire un petit exercice, l'exercice qu'on s'est fait tout à l'heure, de le refaire ensemble sur une pratique réflexive, c'est-à-dire est-ce que je fais c'est bien, est-ce que ce que je pratique avec mes enseignants, mes étudiants c'est bien, est-ce que patati patata, et c'est moi son miroir. Je te renvoie ta pratique, je te poserai des questions et je t'interrogerai. Normalement, c'est une pratique réflexive si on la fait soi-même, mais si elle est coachée, C'est encore mieux. voilà, donc je vais te coacher là-dessus. Donc l'idée aussi, c'était, on était parti d'une question, c'était Laurence, qu'est-ce que tu vas faire à la rentrée? Et là, je t'ai vu un peu dépité, déboussolé. Tu étais encore dans le flux des vacances, mais je t'ai moins senti péchu que les autres années sur l'utilisation des nouvelles technologies. Et là, on a commencé à discuter, on va refaire cette discussion. Donc qu'est-ce que tu m'as répondu quand j'ai posé cette question? Je t'ai dit, je ne sais pas. Voilà. Ah, et donc là, vous avez vu ma mine dépitée, dubitative. Comment ça, toi, une fille pleine d'enthousiasme, pourquoi tu sais pas? Qu'est-ce que tu... J'ai le fil du micro qui me gratte. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu n'as plus cet enthousiasme dès le début? Bah voilà, parce que c'était le début, maintenant c'est plus le début, c'est passé. Et puis parce que j'ai l'impression d'être arrivé au bout de certaines pratiques, que les outils que j'utilise évoluent. Twitter a beaucoup évolué, c'est largement démocratisé, donc je ne peux pas rester sur les mêmes pratiques. Mes élèves ont changé aussi, donc j'attends de voir un petit peu à la rentrée sur quoi on va se mettre en marche, quels vont être leurs besoins. Je connais déjà la classe et voir un petit peu. J'avais besoin aussi moi d'une pause dans le numérique, l'été l'a permis, et je pense que de toute façon ça fait partie maintenant de ma culture d'enseignante. Je pourrais plus travailler sans numérique. À savoir sous quelle forme maintenant, j'attends un petit peu la rentrée. J'attendais beaucoup Ludovia aussi pour me remettre en route par rapport à tout ça. Je t'attendais toi quoi en fait. D'accord, donc je suis là pour te secouer. Et donc tu dis, il n'y a plus d'inattendu, il n'y a plus d'innovation. Alors là, si je te dis, mais attends, dans ce que tu as fait, il y a des trucs qui étaient sympas, il y a des trucs qui ont marché. Et donc analyse dans tes pratiques ce qui a marché, ce qui était sympa. C'était quoi? Ah, c'était vraiment l'ouverture, vraiment la chose que je retiens le plus, c'est l'ouverture de ma classe. On a complètement cassé, enfin je le dis tout le temps, on a complètement cassé les murs. On ne travaille plus seulement en classe, mais bien en réseau, en communauté, en ouverture sur le monde entier. Et on ne se restreint pas à un univers de classe pour travailler. Et mon changement de posture aussi largement par rapport aux élèves, savoir quelle place je prends, quelle place leur donner. Donc il y a énormément de choses positives qui ont vraiment révolutionné ma façon d'enseigner, bien au-delà d'un outil ou d'une pratique numérique. C'est vraiment la posture enseignante qui a changé. Donc ça c'est le côté positif. Ouais. Entre autres, hein, il y en a d'autres. Hein. Le côté gna 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 qui te plaît pas, négatif. Côté négatif, c'est que je sais pas s'il y a vraiment un côté négatif. Il n'y en a pas pour mes élèves pour le moment, mais moi je le ressens. C'est-à-dire que si je ne suis pas vraiment motivée pour quelque chose, je pense que je peux pas transmettre ça à mes élèves. Donc là, actuellement, je suis moins motivée pour utiliser clairement les réseaux sociaux, ce qui a toujours été un petit peu le cas en classe. Donc c'est à moi de vraiment de redéfinir pour voir ce qui va de nouveau me motiver pour les entraîner eux. Si à la rentrée je vois que Twitter il y a une vraie demande de nouveau avec eux, et s'ils sont vraiment demandeurs et s'ils m'attendent dessus, on va redémarrer évidemment. C'est un échange et c'est un contrat entre nous, c'est pas seulement moi qui leur impose, ça vient aussi d'eux, mais ça doit être ensemble et il faut que tout le monde soit motivé sur quelque chose. Donc là l'idée c'est que tu as peur d'entrer dans une routine, tu as peur de rentrer aussi dans avoir que tes étudiants aient moins l'attrait de la technologie, de l'outil, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qu'eux se sont appropriés. Parce que là, tu avais l'intérêt pour toi, c'était de leur faire découvrir cet outil. Maintenant, ils ont des usages sur Twitter, comme ils utilisent le SMS, ils utilisent Twitter avec un vocabulaire qui n'est pas adéquat, avec une communauté qui est personnelle et puis professionnelle. Parce que l'intérêt de démarrer sur un réseau social, c'est de démarcher une démarche professionnelle, même pour des lycéens, hein. C'est dire voilà, on est sérieux les gars, là on a un espace pour déconner, c'est la cour de récréation, on a un espace où on va s'investir par rapport à son travail, se construire. Donc c'était ça, ce terrain vierge que tu cherchais. Il y avait deux choses. Il y avait à la fois pour les élèves le terrain vierge, vraiment cette découverte d'un autre réseau. Ils étaient complètement ancrés sur Facebook. Maintenant, clairement, il y en a beaucoup qui sont sur Twitter, même si Facebook reste le réseau principal. Donc il y avait cette première chose-là. Et de l'autre côté, il y avait aussi que à l'époque
où j'ai commencé avec Twitter. Twitter, de façon générale, était un réseau encore vierge, il y avait très peu de monde. Donc ça m'a permis de créer un réseau qui était hyper intéressant, très riche, et que j'ai gardé encore aujourd'hui, qui est vraiment riche, et qui me permet encore beaucoup d'interactions, des scénarios à monter, des projets. Donc là, j'ai vraiment des personnes ressources. Mais ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est la lisibilité de mes élèves et de leurs écrits sur Twitter. Enfin, pas des élèves, mais vraiment des écrits. C'est-à-dire que si on écrit, c'est pour être lu. Et je pense qu'aujourd'hui, écrire sur Twitter, on est noyé dans un flux, sauf si on travaille sur des projets et des échanges bien particuliers. Mais écrire en se disant que quelqu'un va bien le lire, ça marche plus. Comme je disais tout à l'heure, poster une vidéo sur YouTube, ça veut pas dire si on la poste, ça veut pas dire qu'elle va être forcément vue. Et donc, il n'a aucun intérêt à écrire si on n'est pas lu. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui a redéfini et qui a bouleversé un petit peu ce que j'avais fait depuis le début, c'est-à-dire qu'on écrit d'accord, mais il faut qu'on soit lu. Donc dans ton processus, un des moteurs de la motivation, c'était d'exposer le travail à l'extérieur, mais ça marchait parce que ce travail extériorisé était vu, il y avait de la reprise, il y avait de l'interaction. Donc l'intérêt, c'est je sors mon contenu de la classe, je le montre, il y a interaction. Maintenant, si je sors mon contenu de la classe aujourd'hui, il y a tellement de tweets de classe, il y a tellement de gens sur un Twitter, que c'est moins vu ou c'est pas vu. Un chiffre, 60% des contenus sur Internet sont jamais vus. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. 95% de la navigation sur Internet se fait sur 0,06% des contenus. Donc, être lisible devient une vraie problématique. Et là-dessus, il y a un autre mécanisme qui s'enclenche. Si tu suis un peu mes causeries avec Marcel, je vous invite à les suivre. On avait fait une causerie sur les mécanismes de communication, d'échange entre ce qui est au niveau du groupe, de 3 à 50 personnes, au niveau de la communauté de 50 à 300 et au niveau du réseau, au-delà de 300. Je mets des chiffres un peu comme ça, ça peut donner une dimension un peu. On n'a pas les mêmes mécanismes d'interaction, de visibilité, de lisibilité, de diffusion des contenus. On n'a pas les mêmes mécanismes. Par exemple, sur un groupe, c'est quelque chose qui est fermé. Il y a du présentiel, il y a un chef, c'est hiérarchique. Sur un réseau, tu as lancé des trucs. Ça a été un peu par hasard, un peu par... allez, je teste des trucs et ça a marché. Mais c'est quelque chose qui n'est pas prédictible. Les mécanismes de réseau, tu mets une vidéo sur YouTube, elle n'est pas vue. Tu fais un tweet, il n'est pas retweeté. C'est pas prédictible. Et donc, à scénariser dans une démarche pédagogique, à scénariser sur la durée, c'est compliqué. Utiliser les réseaux sur la durée, c'est-à-dire reproduire les mêmes mécanismes chaque année, c'est compliqué. Tu ne vas pas retrouver un Battier chaque année. Tu ne vas pas retrouver un Cédric No qui nous suit chaque année. Quoique Cédric No, ce sera plus facile qu'un Battier. Mais ce mécanisme-là, de fortuit, d'ubiquité, de sérendipité, des choses comme ça, c'est très compliqué. Et ça nous a permis de faire des choses vraiment très riches. Encore cette année, finalement, lancer une espèce de bouteille à la mer et ça a été repris. On a travaillé entre autres avec une journaliste de France Bleu qui a récupéré cette bouteille. Donc là, c'est très intéressant. Donc ça, c'est encore possible, mais c'est vraiment aléatoire. Et moi, j'ai besoin quand même de construire mon cours avec de la ressource. Donc on a moins de travail. Enfin, j'ai un petit peu travaillé dessus, mais voilà, ça reste encore aléatoire, comme tu dis, pour le réseau. Alors, puisqu'on est dans une pratique réflexive coachée, moi je lui dis, pourquoi tu travailles pas, tu veux sortir de ton groupe et le réseau c'est compliqué, il y a une dimension intermédiaire qui est la communauté. C'est-à-dire trouver des gens dans le même domaine que toi, donc on leur fait un petit appel. Donc le même domaine que toi, c'est le lycée professionnel francophone. Français, histoire, géographie, éducation. Sur les matières. Ah, les matières, donc français. Bon, ça peut être ouvert. Voilà. Vous constituez une communauté entre enseignants et là vous commencez à scénariser entre vous les mécanismes d'exposition, ce qui se passe dans le groupe, non pas sur le réseau mais dans la communauté. Mais le problème, et moi c'est là où j'ai toujours vu le réseau, le numérique, c'était de surtout pas cantonner en fait mon élève à un réseau de connaissances acquises. C'est-à-dire que là tu me parles de communauté, de gens qui pourraient nous ressembler, qui pourraient leur ressembler. Et là, voilà. Alors on l'a fait cette année, et ça a très bien marché avec David Cordina qui est en Inde, le réseau des alliances françaises francophones, et donc on a fait des formations ensemble qui ont permis d'activer un réseau
via Twitter. Et ces enseignants-là, moi quand je lance des projets maintenant, ou quand ils lancent des appels à projets, on répond. Et là on est sur des échanges qui sont gagnant-gagnant, avec un échange en français sur des thèmes, sur une thématique, sur l'histoire, la géographie, de la culture. Là c'est vraiment intéressant. Et là ça m'intéresse plus que de créer une communauté. Je suis pas très communauté parce que là vraiment on est sur des échanges avec des personnes différentes. Donc c'est là où la problématique, c'est le réseau me permettait d'échanger avec des personnes différentes, mais c'est moins facile maintenant de capter ces personnes. Et la communauté, pour moi, est restrictive dans le sens où on se ressemble tous. Et il faudrait pas que... Enfin, l'idée, c'était vraiment le numérique pour ouvrir. Et en plus, j'ai des élèves qui, socialement, sont assez clos et ont un univers assez fermé. C'était vraiment l'idée d'ouvrir. Et cette porte ouverte. Dans la communauté, c'est pas forcément des gamins du même âge que toi, mais tu parlais d'histoire, par exemple. En français, des gens qui sont intéressés sur l'histoire en français. Donc ça peut être de la maternelle jusqu'à un historien. Voilà. Donc une communauté pas géographique, pas de génération, mais thématique. L'intérêt de la communauté, c'est de connaître les gens, de pré-scénariser des échanges, de trouver des pôles d'intérêt et de faire des petits scénarios là-dessus. Et c'est que ces scénarios soient reproductibles sur 2-3 ans. Hein, le travail que tu as fait avec David, est-ce que tu pourras le rescénariser avec lui, ses étudiants qui apprennent le français, si ma mémoire est bonne, hein. L'avantage, c'est que on travaille ensemble depuis 4 ans et on n'a jamais fait la même chose en 4 ans. Et c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui finalement me motive toujours, c'est de jamais reproduire ce qui a été fait. Je pense que c'est une évolution, mes élèves changent, je change, les programmes ne changent pas ou très peu, mais on peut quand même faire évoluer l'école. Enfin, on est en plein dedans, ce débat-là, on a discuté hier soir là, en conférence avec Marcel Lebrun, c'est comment on voyait le numérique il y a 10 ans, comment on le voit aujourd'hui. Et moi j'estime que le numérique comme je le voyais il y a 6 mois ou il y a 1 an, c'est pas celui d'aujourd'hui, c'est pas celui de demain. Or je ne sais pas encore ce qu'est mon numérique aujourd'hui, mais voilà, c'est cette idée d'évolution et je le mets aussi en place en classe, c'est-à-dire qu'on évolue, je ne peux pas reproduire des schémas tous les ans et des schémas de cours ou de scénarios, vraiment mettre en place cette évolution. Et là je suis aujourd'hui dans une espèce de... Ça fait 4 ans que j'utilise le numérique, ça fait 4 ans que j'étais vraiment à chaque fois avec une idée nouvelle. Là, est-ce que j'ai... Oui, je sais pas, voilà. Mais cette discussion m'amène à plein de réflexions. Et alors, tu sais pas, mais est-ce que tu veux tout arrêter? Faire un T0 en disant j'arrête tout puis je reprends après? Non, pas arrêter... redéfinir peut-être, ouvrir aussi à d'autres outils et pas faire une éducation au numérique, mais vraiment, je pense que l'idée vraiment c'est maintenant de pas dissocier école et numérique. Voilà, moi je suis enseignante avec des élèves, le numérique fait forcément partie maintenant de ma classe, comme le livre, comme le stylo, comme toutes les ressources que je peux avoir en classe, et j'ai plus envie d'être une enseignante du numérique. Voilà. Pour moi, maintenant, c'est tellement... Voilà, j'enseigne les matières et forcément, le numérique en fait partie. Donc, peut-être moins cette année sur une culture de projet, mais en même temps, je sais pas. Donc, voilà, c'est à cet instant-là, avec la coupure de l'été, j'ai pas encore redéfini ce qu'allait être, mais c'est aussi au feeling par rapport avec mes élèves, avec ma classe. L'idée, c'est quand tu vas rentrer, c'est discuter, c'est dans cette interaction-là que tu vas construire ton projet sur l'année. Oui, c'est une évidence. Et puis, ça fait 4 ans où, d'un mois sur l'autre, il y a toujours plein de choses fabuleuses qui m'arrivent avec le numérique, des rencontres, des projets, des discussions, des voyages. Enfin, c'est assez fabuleux. Donc, je pense que je fais aussi confiance à cette... Toujours dans la dimension réseau, ouais, c'est pas prévu. Il n'y a jamais rien de prévu. Donc, à part Ludovia tous les ans, là, il n'y a rien de prévu. Et finalement, je laisse aussi mes élèves... je laisse aussi la possibilité à mes élèves de m'apporter quelque chose d'imprévu, finalement. Et j'ai pas envie de... J'ai des cours de pré, là, pour la rentrée, un petit peu. Pas trop. Mais je veux aussi qu'on laisse toujours cette dimension possible dans la classe. Et ce que le numérique permet largement. De Ludovia, c'est l'imaginaire, laisser place à l'imaginaire. Et alors, toujours dans la partie réflexive, sur les 4 ans qui sont passés, qu'est-ce qui est le truc, pour ton avis, qui a le plus apporté à la classe dans tes usages par rapport au numérique? Le changement de posture.
et élèves et enseignants. C'est-à-dire que ne serait-ce que dans l'ergonomie de la classe, avant je travaillais avec des tables en frontale. C'est plus du tout ça maintenant. Les tables sont organisées, on les bouge. On bouge, on modifie, l'élève travaille de plus en plus en autonomie, je peux de plus en plus l'aider, l'accompagner. Moi je me mets un peu plus de côté, mais je reste encore vraiment dans mon rôle d'enseignant comme je l'imagine, c'est-à-dire apporter du savoir, apporter un savoir-faire. Mais voilà, il y a vraiment cette mise en commun. J'avais fait des petits dessins sur mon blog là, où il y avait deux petits schémas très simples avec avant et maintenant, et cette explosion en fait des échanges des connaissances, et puis ce que m'a apporté, c'est une remise en question constante, une réflexion en fait. Voilà, ça me permet de réfléchir à longueur de temps sur mon métier et ce que je veux apporter à mes élèves. Aussi, si on réfléchit un peu, dans tes 4 ans, toi par rapport à l'institution, qu'est-ce qui a changé dans l'institution et tes rapports à l'institution? J'ai envie de dire absolument rien, mais rien du tout. J'ai aucun problème de rapport avec l'institution, c'est-à-dire que j'ai quand même la chance énorme qu'on m'ait laissé faire ce que je veux depuis 4 ans. Même, enfin, je pense pas que ce soit des choses complètement délirantes, mais j'ai mis une transparence énorme sur ce que je fais. De toute façon, mon compte Twitter, mon blog sont publics, donc n'importe qui peut voir ce que je fais. Je sais que mon directeur, mon chef d'établissement adjoint suit ce que je fais sur mon blog, donc il lit, donc il peut voir. Ce que je fais en classe, la porte est fermée, mais il le voit sur mon blog. Donc de toute façon, la lisibilité, elle est totale. Donc ils m'ont laissé faire, mon chef d'établissement et son adjoint m'ont laissé faire depuis 4 ans ce que je voulais. Donc ça, c'est une grande chance. Et au niveau de l'institution, inspection, etc., j'ai pas de retour, mais pas de mauvais retour non plus. Donc voilà, c'est... C'est au niveau local et au niveau un peu plus global. Ouais. Non. Voilà. Enfin si, la place du numérique, là j'enseigne dans une classe de bac pro professionnel où le numérique en gestion administration a pris une grosse part dans les nouveaux programmes là, qui viennent de sortir. Il y a une grosse part faite au numérique. Donc là voilà, l'évolution elle est dans le programme. Voilà. Et dans les pratiques évidemment, et dans celles de mes collègues aussi, ce que je vois maintenant c'est que, ce qui me fait un petit peu rire, c'est que je suis devenue entre guillemets un peu une personne ressource au lycée, moi qui n'étais pas quand même très... très forte au début, mais même encore maintenant. Donc ce que j'apprécie énormément, c'est que mes collègues viennent me voir maintenant en me disant tiens, est-ce que tu pourrais nous aider? Est-ce qu'on voudrait faire ça? On sait que ça doit exister au niveau du numérique. Est-ce que tu saurais nous aiguiller? Alors je ne le sais pas forcément, mais j'ai toujours quelqu'un, un contact dans mon réseau qui peut répondre à leurs questions. Ça c'est enrichissant, et je pense que c'est par là aussi qu'on arrivera à faire développer le numérique en classe et à l'école. C'est par ces réseaux-là qui se mettent en place entre ceux qui en savent un petit peu plus que les autres. Je pense qu'on a fait le tour. On a bien réfléchi ensemble. J'étais bien coaché. Je t'ai un peu secoué. J'espère qu'il en sortira quelque chose. Tu nous feras un petit billet de blog. Qui nous fera un petit billet de blog dans 3 semaines. Non, mais dans le bon sens du terme. Dans 3 semaines, tu nous feras un petit billet de blog en disant mes étudiants sont arrivés avec ta idée. Suite à la discussion, suite à Twitter, on a eu 2-3 contacts sympas que j'ai gratté. Très bien. Merci. À la prochaine.